Bonjour tout le Bonjour tout le monde. monde. Les avant toi. Bienvenue à Deux filles du Saguenay. On est rendu sur le Merci, concours. merci. C'est laquelle? C'est laquelle qui va dire bonjour tout le monde la première? Oui, on est rendu là, c'est spécial. On se fera une émission juste pour se pratiquer. Exactement. Écoute, bonjour tout le monde. Oui, absolument. Bienvenue à Deux filles du Saguenay. On est content de vous recevoir, que vous participiez à nos entrevues. On a tellement toujours du beau monde. Et aujourd'hui, on a quelqu'un de très particulier. Il est connu, il est très connu au Québec. Sylvain Bélanger. Merci, Sylvain, d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour Sylvain. Merci de l'invitation. Merci d'être là. Sylvain, on s'est rencontrés dernièrement au programme qu'il y a eu à Beauceville. C'était un bel événement où je t'ai rencontré en présentiel et j'ai eu la chance de pouvoir t'entendre. Et c'est ce qui m'a incité à aller te voir pour qu'on puisse se rencontrer aujourd'hui. Ça fait que d'entrée, si tu veux, je vais expliquer un petit peu ton cheminement et puis ton cheminement. Qu'est-ce que tu offres exactement comme enseignement et tout ça? Parce que je l'ai écrit, parce que tu as tout qu'un parcours. Sylvain Bélanger, il a tout qu'un parcours. Là. Tu sais, c'est vraiment intéressant. Oui, il y a tout un parcours. Oui, tout un parcours. Alors, tu es thérapeute, Sylvain, depuis quand même 25 ans. Tu es un maître, ce qu'on appelle un maître de l'intuition, car tu peux évaluer la santé énergétique, psychique et transpersonnelle d'un individu en observant son champ énergétique ou son aura. Tu as accompagné avec succès plein de personnes malades en utilisant la pleine conscience intuitive et c'est ce dont on va parler, plus ton livre aussi, ton dernier livre. Sylvain a donc développé une série de techniques de soins pour équilibrer l'énergie vitale. Il possède une connaissance profonde du processus de guérison. Et depuis 20 ans, tu es conférencier et tu animes des ateliers en groupe ou personnel aussi, pour ceux qui aimeraient te rencontrer de façon personnelle, sur la pleine conscience intuitive, autant en Europe qu'en Amérique du Nord. Ils forment des thérapeutes aussi. C'est vraiment intéressant, des thérapeutes qui en viennent à être capables de combiner les aptitudes aussi intuitives, de développer ça. Les techniques énergétiques et la déprogrammation de la mémoire cellulaire. Tu as écrit 4 livres sur l'écoute imaginaire, ça c'est intéressant, ainsi que sur la pleine conscience. Alors, tu es fondateur aujourd'hui et directeur du Centre international des thérapies intuitives de la pleine conscience intuitive qui se développe aujourd'hui partout, hein? Au Québec, en Belgique, en France et en Suisse, partout en Europe. Alors, aujourd'hui, tu nous offres ton nouveau livre qui s'appelle La spirale évolutive. Et ben voilà, c'est Sylvain. Oui, c'est tout. Écoute, c'est parce qu'il faudrait prendre juste une émission. Non, mais tu m'avais dit qu'il y avait tout un parcours. C'est juste ça. Cher Sylvain, moi je suis très, très, très intrigué de savoir comment tu t'es rendu là. Tu es parti parce qu'à un moment donné, t'es né, comme tout le monde. Non, mais c'est comment t'en es venu à faire ce que tu fais aujourd'hui? Qu'est-ce qui s'est passé? T'es né. Ben, je pense que très, très jeune, mais je m'intéressais beaucoup aux humains. À l'humain, je voulais faire la médecine. Tout ça. Je me suis retrouvé à l'université en psychologie, à l'Université de Montréal. Et puis, j'étais vraiment pas au bon endroit parce que c'est une université qui est toute la psychologie est basée sur la science dans leur façon à voir les choses. Ah oui. Donc, il n'y a pas tellement. Ils ne sont pas trop intéressés à l'humain, en fin de compte, ils sont intéressés beaucoup à la recherche scientifique, à démontrer des choses. Puis moi, ça ne me convenait vraiment, vraiment pas. Et j'avais un ami, je me suis fait un ami là-bas qui était astrologue et qui faisait la psychologie aussi avec moi, mais qui n'était pas du tout heureux. Puis tous les deux, bon, lui a quitté avant moi. Moi, j'ai quitté à un moment donné parce que je ne me sentais plus du tout à ma place. Et puis lui m'a proposé de faire l'astrologie. Bon, ça a commencé comme ça. Mais l'événement principal, c'est qu'ensuite, je me suis formé, j'étais dans une formation en thérapie psychocorporelle et j'avais une personne qui m'a dit, écoute, je fais venir un guérisseur américain qui s'appelle Ron Young. Ça te tente, je pense que tu aimerais ça, devenir, etc. Alors moi, je m'étais toujours intéressé à la guérison, mais sans connaître, c'est un peu comme un truc lointain parce que, bon, je savais que ça existait, j'avais de la fascination pour ça, mais je ne connaissais pas vraiment c'était quoi un guérisseur, etc. Mais je me suis dit, c'est une super occasion, donc je vais y aller sans trop savoir dans quoi je m'embarquais. Et ça a été ça a été vraiment l'élément déclencheur. Ça a été
un coup de foudre, tant pour l'homme qui était l'enseignant, mais aussi parce qu'il dégageait quelque chose de très, très pur, de très beau. Puis l'enseignement, mais évidemment, c'était quelque chose que j'avais l'impression de connaître déjà. Tu sais, c'était facile pour moi de proposer des exercices pour faire des lectures intuitives sur d'autres personnes. Puis moi, je ne comprenais pas ce que je faisais, mais je le faisais sans aucune difficulté, alors que beaucoup de monde dans la salle avait de la difficulté. Moi, j'avais vraiment une aisance assez grande. Et c'était vraiment facile pour moi. Donc, j'ai vécu des choses à travers ce premier stage-là qui m'ont vraiment fait comme comprendre que c'était ça que j'avais envie. Alors, j'ai suivi pendant 3 ans ce guérisseur-là. C'est ça qui était l'élément déclencheur, je dirais, qui m'a amené à aujourd'hui où est-ce que j'en suis. C'était vraiment cet événement-là. Puis par la suite, bien évidemment, comme j'avais l'impression d'être tombé dans la position magique, hein, parce que les gens me reflétaient que j'avais une certaine habileté, mais moi, je ne comprenais pas comment ça se fait que j'avais cette habileté-là. Je ne savais pas comment ça fonctionnait, mais je voyais qu'il y avait plein de monde qui suivait la même formation que moi, qui ne progressait pas du tout de la même façon que moi. Donc, la deuxième question que je me suis posée, c'est comment ça marche? Comment ça fonctionne? Parce que si moi, ça fonctionne, je suis convaincu que pour les autres êtres humains, ça peut fonctionner, mais il faut juste comprendre comment ça fonctionne. Et c'est comme ça qu'est née l'écoute imaginaire, qui est devenue ensuite la pleine conscience intuitive, qui finalement est de développer les mécanismes permettant le développement de ce qu'on pourrait appeler la clairvoyance, la clairaudience, la clairsentience, la médiumnité. C'est toutes des techniques finalement qui se développent, selon moi, avec le support imaginaire, sauf qu'on a tendance à leur attribuer des explications un peu mystérieuses, un peu ésotériques, qui nous éloignent finalement de cette simplicité-là. Puis pour moi, la simplicité, je me dis que si on veut parler de quelque chose qu'on peut développer, il faut y aller avec ce qui existe vraiment dans l'être humain. On doit partir avec quelque chose de concret, entre guillemets, même si l'imaginaire n'est pas nécessairement concret. Mais ce concept imaginaire qu'on a tous et qu'on possède tous, et que quand on apprend à comprendre qu'on peut l'utiliser, cet imaginaire-là, c'est là qu'on arrive à développer une habileté de plus en plus importante à ce moment-là. OK. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Oui, absolument. Puis l'écoute imaginaire, c'est quoi? C'est quoi? En fin de compte, ben, c'est un même boy, mais c'est que dans le développement de l'intuition, moi, je pars du principe que l'intuition, c'est une langue. Et cette langue-là, il faut savoir la parler. Et comment peut-on arriver à la parler? C'est en apprenant justement à faire confiance au monde imaginaire. C'est-à-dire que moi, ma conscience, mettons, on va la localiser dans ma tête. Si je décide de déplacer ma conscience vers ma cuisse, ben, ce déplacement de ma conscience va m'amener à avoir une perception de ma cuisse qui va se manifester si je suis sensible à des images, à des sensations ou à des mots qui vont émaner de ma cuisse. Alors, c'est là qu'il y a un genre de dialogue qui va s'effectuer entre moi, qui est ici, et ma cuisse, qui, elle, émet des perceptions. Et en dialoguant avec ces perceptions-là, je vais constater qu'il y a une forme d'intelligence qui anime ma cuisse, qui va me transmettre de l'information que je n'aurais pas accès uniquement par ma tête. Et ça, c'est une façon de faire, finalement, qui va m'amener à constater que je peux soigner aussi, puis par le soin, bien, je vais avoir de nouvelles informations qui vont se manifester. Donc, c'est ça qui est un peu la méthode que j'enseigne. Mais évidemment, on peut le faire sur quelqu'un d'autre. De la même façon, si je me mets en relation avec toi, ben, je vais déplacer ma conscience qui est dans ma tête, je vais l'amener à mon cœur, et de mon cœur, je vais ensuite la déplacer, prolonger ma conscience jusqu'à toi. Et ce prolongement-là va faire qu'en me mettant en relation avec toi, il va y avoir des images, des sensations et des mots qui vont être émis de ton corps. Et en dialoguant avec ces perceptions-là, il y a un genre de conversation qui s'effectue qui me permet d'arriver à comprendre qui tu es sans qu'on passe par la voie classique de la parole, par exemple. Et ça t'a amené aussi à ce moment-là à la conscience intuitive. C'est ça, tu dis, je pars de mon imaginaire. Dans le fond, c'est ton intuition. Tu pars C'est ça, mais quand on dit le mot intuition, c'est un mot qui est tellement galvaudé, qui ne veut rien dire finalement, parce que l'intuition, c'est un concept finalement. C'est pour ça que moi, je suis assez terre à terre quand je veux parler d'intuition. Moi, j'essaie de ramener les gens à dire, mais c'est quoi l'intuition? Ben, pour moi, quelque part, c'est une langue. C'est un peu comme si je voulais apprendre l'anglais ou l'italien, n'importe quoi, puis je me dis, je vais prendre une fin de semaine, puis je vais apprendre l'anglais. Il y a peu de chances que j'arrive à parler anglais vraiment couramment après 2 jours. C'est la même chose avec la démarche intuitive. Les gens s'imaginent que l'intuition, soit que c'est un don, ou soit quelque part qu'ils vont aller suivre un petit truc comme ça, puis ils vont devenir super intuitifs. L'intuition, c'est un langage, puis pour arriver à être capable de comprendre le langage, mais il faut effectivement cultiver la langue. Il faut arriver à développer une aisance de plus en plus fluide. Et c'est ça qui demande de la pratique, et c'est ça qui fait qu'on peut arriver à se sentir de plus en plus à l'aise avec cette perception-là à ce moment-là. Donc, de la même façon qu'il y a des gens qui ont une facilité d'apprendre une langue, il y en a qui ont, comme toi, tu avais une facilité à brancher avec ton intuition. Donc, il y en a pour qui c'est plus difficile et pour qui c'est plus fluide, j'imagine. Mais tu peux leur apprendre, c'est ça? C'est lié au langage. Exactement, c'est un problème de langage. C'est-à-dire que si tu ne sais pas comment
par exemple, si tu penses que c'est le troisième œil qui doit s'ouvrir pour développer ta perception intuitive, ben, tu vas attendre longtemps, parce que le troisième œil, tu vas attendre qu'il arrive, mais ça ne s'ouvrira pas tout seul. Donc, c'est là que quand tu commences à comprendre que ce n'est pas le troisième œil qui est important à comprendre, parce que c'est la théorie, mais qu'on commence à comprendre que c'est ce voyage dans notre monde des sens qui fait qu'on établit une communication. C'est là qu'on commence à comprendre que plus mettons, si j'ai établi une communication avec ma cuisse, puis que je découvre à quelque part que dans ma cuisse, ben, il y a des cellules dans mon corps, donc je peux arriver à développer une perception de ma santé énergétique à travers ça. Mais en même temps, si je comprends que dans cette santé énergétique-là, je peux avoir des informations associées à mon histoire personnelle, à des mémoires familiales ou à des mémoires d'autres vies, ben, mon langage intuitif, ça n'a l'air de rien, mais il commence à devenir s'élargir. Exactement. C'est ça, finalement, c'est que l'apprentissage de l'intuition, c'est d'apprendre justement à donner un regard de plus en plus vaste sur ce qu'on observe pour être capable d'élargir justement notre champ de perception. Souvent, on va se limiter dans notre champ de perception parce on a besoin de sécurité, on a besoin de réconfort. Donc, notre intuition va vouloir la garder dans une espèce de grille intellectuelle, pourrait-on dire, en se disant, ben moi, l'intuition, c'est ça, puis je ne veux pas dépasser ça. Alors que l'intuition, c'est quelque chose de très, très vaste et de tellement vaste que ça peut même faire peur. Donc, c'est illimité en fin de compte. Sauf qu'on doit lui donner un cadre pour être capable de fonctionner avec, bien sûr. Mais tu sais, en introduction, tout à l'heure, on parlait, je disais que tu observais le champ énergétique, mais l'aura aussi. Donc, c'est quand même pas tout le monde qui peut observer l'aura, j'imagine. Bien, toi, encore là, l'aura, c'est un mot, puis encore là, le champ d'énergie aussi. Moi, ce que j'aime bien, c'est me référer à un physicien qui a découvert quelque chose d'assez important. Il s'appelle Pop, P-O-P-P, c'est un Allemand. Et lui a mis en évidence que le Soleil émettait de la lumière, surprise, et que le Soleil émettait de la lumière, donc des particules de photons, et que les cellules du corps absorbent la lumière puis réémettent la lumière. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un phénomène de respiration biolumineuse qui s'effectuait. Et ce physicien-là, il n'a pas juste émis une hypothèse, il a vraiment développé un appareil mesurant ça. Alors, lui était dans un congrès à Bâle en Suisse sur les guérisseurs à l'époque pour faire une conférence en disant aux guérisseurs j'ai découvert l'aura. Okay? C'était un peu comme une boutade qu'il faisait parce qu'il était dans un congrès où il y avait plein de guérisseurs qui donc percevaient souvent les champs énergétiques. Et lui avait voulu, dans le fond, faire valoir justement qu'il avait fait la démonstration scientifique de cette réalité-là. Alors, quand on parle de l'aura, pour moi, c'est beaucoup ça à quoi ça fait référence. C'est-à-dire que quand j'observe l'aura, j'observe donc un champ de lumière autour de moi, mais ce champ de lumière-là, il est le reflet de mon activité cellulaire. Donc, c'est super intéressant, moi, je trouve, de donner une forme terrestre à quelque part, une compréhension en tout cas plus rationnelle à quelque chose, puis comprendre que dans ce champ d'énergie-là, il y a plein d'informations qui se manifestent là-dedans. Et que est-ce que tout le monde peut développer ça? Bien sûr que tout le monde peut le développer. Par contre, le danger ou le piège qu'on retrouve souvent avec la lecture de l'aura ou lecture intuitive de l'aura, c'est qu'on pense qu'il faut avoir les yeux ouverts pour voir l'aura. Ah oui, je vois ton aura les yeux ouverts, c'est bon. Mais moi, j'ai jamais perçu. Je peux prendre le temps. Ah oui, je peux te dire oui, telle chose dans ton aura, etc. Si je prends le temps de me mettre en relation avec toi, je vais le capter, mais dans la réalité des faits, c'est pas avec mes yeux objectif que je perçois, c'est plus à travers un sens intérieur que je le perçois. Et je pense que tout le monde peut le développer, mais encore là, c'est toujours une question de jeu, de perception, de point de vue, de grille de lecture qui fait qu'on arrive justement à être capable de percevoir ces choses-là, tu vois. Mais on peut tous le faire. Donc, il n'y a pas qu'une seule façon de le percevoir. Il y a autant de façons de le percevoir qu'il y a de monde vivant sur Terre. Ben, par exemple, si tu es visuel, qu'est-ce qui va se passer? Si tu vas regarder le champ énergétique des personnes, tu vas faire quoi? Tu vas voir des images. Comme moi, je suis très, très visuel dans ma perception. Donc, c'est sûr que je voyais plein de personnages dans les champs énergétiques, je voyais plein de choses, mais je ne savais pas tout ça, ce que ça voulait dire. Ça a pris un certain temps avant que j'arrivais à le comprendre. Alors que d'autres gens sont sensitifs. Alors, les sensitifs, c'est des gens qui vont avoir des sensations dans leur corps. Donc, ils vont capter, oh mon Dieu, je sens de la lourdeur dans mon ventre, c'est un problème avec le ventre. Tu vois, il y a tout un processus qui se fait dans leur corps. D'autres vont entendre des voix. Alors, quand ils entendent des voix, bien évidemment, ça peut être des voix, je suis triste pour telle raison, ou, toi, il y a plein de choses comme ça qui peuvent se manifester. Donc, il faut être capable de jouer avec ces perceptions-là parce que, justement, dans la tradition chamanique, qu'est-ce qu'on nous enseigne? C'est d'être dans une position de verticalité. Verticalité, ça veut dire quoi? Ça veut dire être debout sur mes deux jambes, ne pas tomber en amour, vous voyez? Parce que tomber amoureux, ça veut dire quoi? Ça veut dire perdre de pied. Tu perds tous tes moyens. C'est ça. Dans la tradition chamanique, ce qu'on nous enseigne, c'est non, on ne perd pas pied. Sois dans tes souliers, puis si tu captes des sensations, des images, etc., identifie-toi pas à ce que tu captes, mais accueille-le comme étant des messagers.
Et c'est là qu'on peut établir un échange, une discussion avec les perceptions. Et c'est comme ça qu'on peut arriver à développer l'habileté intuitive. Si on est identifié, hein, par exemple, si moi, quelque part, je tombe en amour avec quelqu'un, ben, tomber en amour, ça veut donc dire quelque part que moi, je vais m'identifier à ce que cette autre personne-là est, donc je vais perdre ma référence. Et si j'ai plus de référence, ben, je suis plus capable d'être en relation intuitive à ce moment-là. Ah oui, parce que là, tu n'es plus à l'écoute de toi-même, tu es comme plus à l'écoute de De l'autre. l'autre. Ouais, tu te fonds Exactement. dans l'autre, oui. Exactement. Alors, quand on parle de spirale évolutive, c'est un peu ça aussi, là. C'est tout ce que tu es en train d'expliquer. Oui, mais spirale évolutive, c'est ça, mais je vais te le présenter, hein. C'est ça ici, le livre, hein, Spirale évolutive. Hey, Je vais vous montrer l'image tout à est l'heure. tellement belle, là. Oui, c'est vrai qu'elle est belle, hein. Il y a un jeu de cartes qui s'en vient, il va sortir très dans les prochaines semaines. Et durant que tu l'as dans les mains, on peut dire qu'on peut le retrouver sur Amazon parce que je suis allée le voir, pas cher, à 35 je crois. C'est ça, exactement, Ça exactement. va. C'est un livre de 700 pages, hein. C'est un livre, puis je vais t'expliquer pourquoi, tantôt je parlais de langage intuitif, puis pourquoi ce livre-là a été écrit. À l'origine des choses, hein, je sais qu'il y a des gens qui sont intéressés à connaître l'origine des choses. Vive la Moi, j'ai eu un rêve, Genèse! c'est ça. Je suis bonne J'ai eu dans un la Genèse, rêve. moi. Oui. J'ai eu un rêve dans une nuit. Vous allez me dire, c'est un peu normal, ça peut aller, mais c'est un rêve avec des révélations. J'ai eu des images très fortes d'un. Je comprenais quelque part que ce qu'on est en train de me transmettre, c'est comme des images de cartes dans lesquelles ça reflétait la façon que l'humanité fonctionnait, etc. C'était des images assez fortes. Et je me suis réveillé le lendemain, puis j'en ai parlé avec les gens qui étaient avec moi, puis j'ai senti que c'était un projet qui allait prendre une importance, puis que j'allais concevoir. Mais ça a pris un temps fou avant de le réaliser parce que je pensais au début que ce serait un jeu de cartes. C'était un jeu de cartes toujours, mais finalement, la grille de lecture, c'est devenu de plus en plus complexe parce qu'évidemment, ce que je me suis dit finalement, c'est que c'était peut-être l'occasion de mettre en mots la langue intuitive comme moi j'observais depuis plusieurs années. OK. Et c'est comme ça que finalement ce livre-là a été conçu. La spirale évolutive, qu'est-ce que c'est? Mais c'est que moi, je fais des lectures intuitives beaucoup basées sur les chakras, les centres d'énergie autour les 7 chakras et correspondent à cette étape initiatique humaine. Hein. C'est cette étape de développement humain. Hein. C'est-à-dire que nous, on est sur Terre, on apprend à s'enraciner, on apprend à vivre avec les lois de la matière, puis après ça, bon, on développe nos autres états de conscience pour arriver à devenir un homme ou une femme. Hein. Et c'est ça un peu le concept des chakras. Je pense que vous êtes familier avec ça, non? Oui. Oui. Donc, la spirale évolutive, mais c'est ça un peu le concept, c'était de mettre en évidence qu'il y avait 7 familles d'âmes. 7 familles d'âmes, c'est que l'humanité se compose de 7 grandes familles. Ces familles-là, qu'est-ce que c'est? Ce sont des êtres humains qui ont des chakras dominants. Alors, il y en a qui sont beaucoup dominants au niveau du chakra racine. Mais chakra racine, c'est les bâtisseurs. Les bâtisseurs sont des gens qui naissent sur Terre avec l'instinct de la matière. Ils comprennent comment la matière fonctionne. Ils comprennent aussi, d'une façon très respectueuse, comment la planète fonctionne. Donc, ce sont des gens qui vont vraiment chercher à utiliser la matière en accord avec la loi de la nature. En général, c'est comme ça qu'on va le voir, les bâtisseurs. La deuxième famille d'âmes, c'est les communicateurs qui, eux, vont apprendre à définir leur propre identité dans un objectif d'être authentique avec eux-mêmes, puis de développer une authenticité avec les autres. Donc, c'est de favoriser une communication la plus juste possible entre êtres humains. Tu vois? Les guerriers, ce sont des gens qui apprennent à développer leur puissance, mais pas pour chercher à dominer les autres, mais à développer des collaborations avec les autres. Donc, c'est ça un peu le guerrier. Le serviteur, c'est des gens qui vont davantage se connecter avec le désir de servir, se servir, hein, être en accord avec eux-mêmes, mais également servir l'humanité. Donc, d'apporter justement des apports humanitaires dans la conscience collective. Donc, c'est des gens de service. Hein. Les créateurs sont des gens qui vont amener des projets innovateurs, de l'inventivité sur la Terre. Les philosophes, qui est chakra frontal, vont être davantage des sages, des sages intuitifs, justement, des sages qui ont une certaine maturité, des philosophes, des gens qui ont des choses à dire, à écrire, et qui vont transmettre leur savoir, leur sagesse à l'humanité. Et les spirituels sont des gens, finalement, qui se sont réalisés, spirituellement parlant. OK? Là, je viens de vous présenter très sommairement les 7 familles d'âmes. Maintenant, ce livre-là, il y a 700 pages. Pourquoi? Parce que, justement, chacune de ces familles d'âmes-là sont animées par des conditions énergétiques. C'est là que ça nous rappelle l'aura et les chakras. C'est-à-dire que si moi, j'observe une personne, je peux dire, ah, toi, tu es une personne équilibrée. OK? Alors, une personne équilibrée, ça veut donc dire qu'elle a un potentiel santé optimal. Ainsi, moi, j'ai un champ énergétique super équilibré autour de moi. Ben, ça veut donc dire que j'ai une santé optimale. Ça veut donc dire que mon corps ne vieillit pas aussi rapidement que d'autres êtres humains qui seraient perturbés. Vous me suivez?
Et ensuite, bien évidemment, il y a des perturbations. Alors moi, dans le livre, j'ai pris le temps de définir le désalignement, qui est une perturbation du champ énergétique, qui est un peu comme le champ qui est Ouais. comme un choc émotionnel souvent, ou des choses comme ça. Alors ça, c'est un traumatisme. Il y a ensuite l'hyperactivité, le champ énergétique qui vibre trop rapidement, on dépense trop d'énergie inutilement, tout simplement. Il y a l'hyperactivité surchargée, qui indique des éléments de congestion, et l'hyperactif épuisé, qui indique que le corps s'est effondré. À ce moment-là, on n'a plus, de vitalité pour pouvoir continuer le même chemin. Puis d'autre côté, il y a l'hypoactivité surchargée, l'hypoactivité épuisée. Donc, c'est comme ça que le livre s'est construit, c'est-à-dire que les 7 familles d'âmes, il y a les versions équilibrées, qui sont idéales. Hein. Si on était tous équilibrés en tant qu'humanité, on aurait un monde idéal. On n'aurait pas le même monde qu'on a actuellement. Maintenant, il faut comprendre que si je regarde, par exemple, les guerriers, je vous ai dit tantôt qu'idéalement, ce sont des gens, quelque part, qui vont chercher à collaborer avec les autres êtres humains. Est-ce que si on regarde la société dans laquelle on est actuellement, on comprend bien qu'on n'est pas dans le mode équilibré chez le guerrier. On est soit dans le mode hyperactif ou le mode hypoactif, c'est-à-dire dominant, dominé. Vous voyez? Donc, le livre représente un peu un reflet de qui on est individuellement en tant qu'individu, mais nous met en contact aussi avec les problématiques collectives qu'on rencontre actuellement dans le monde et qui nous incite justement à développer notre spirale évolutive. C'est-à-dire, la spirale évolutive, c'est de développer chacun de nos chakras pour trouver effectivement cette expression juste de chacune de ces composantes-là pour se libérer, en fin de compte, pour libérer quelque part la spirale, amener la conscience humaine à évoluer, à progresser, à cheminer, puis à développer un monde meilleur. Parce que c'est ça un petit peu qui est le sens de ce livre-là. Donc, d'un point de vue individuel, le livre est conçu pour être capable de faire son propre profil. Ouais, C'est-à-dire qu'on c'est peut ça définir chacun des chakras, de définir où est-ce qu'on en est, etc. Puis d'un point de vue collectif, on peut faire la même chose, c'est-à-dire qu'on peut regarder les États-Unis, on peut regarder le Canada, on peut regarder à quoi ressemble le profil. À travers justement la lecture du livre, on arrive à être capable de pouvoir faire ça. Est-ce que c'est possible qu'on soit pas juste une une chose. chose, qu'on soit Actuellement, parfois le guerrier, parfois le soumis, parfois ben moi, le bâtisseur? c'est tout l'enseignement de la spirale évolutive repose sur ce concept-là, c'est-à-dire que moi, je pars du principe que si je regarde une personne, le danger, c'est de vouloir la figer dans quelque chose. Oui, Oui, oui. c'est Et ça. dans la typologie, dans les livres de typologie, on trouve beaucoup ça. C'est-à-dire, ah, toi, t'es un ci, ah, toi, t'es un Ouais, ça. Et là, on les ouais. fige, on les rend dans une case, puis on en sort plus. C'est un peu comme quand on dit à quelqu'un, t'es un pervers narcissique. Hmm. Hmm. Et encore là, c'est peut-être vrai, mais en faisant ça, quand même, Oui. on réduit la On personne à une. stigmatise, Oui, hein? On Oui, stigmatise exactement. littéralement, là. Oui. C'est ça, exactement. C'est un peu comme quand on disait les conspirationnistes, un peu comme encore là, un Oh oui, conspirationniste my réduisait God. quelque chose. Tu sais, c'est dommage parce que ça venait figer les choses. Alors, je pense que l'idée de spirale évolutive, justement, c'est que ça met en évidence que chaque chakra a une condition énergétique qui lui est propre. Donc, ça veut donc dire que on a déjà une particularité, puis en plus, ça peut se multiplier en plus cette compréhension quelque part. Sans vouloir aller dans la complexité, je dirais ça comme ceci, c'est que moi, en tant qu'être humain, je suis animé par plusieurs états de conscience. Donc, la spirale évolutive, c'est ça un peu qu'on observe. C'est les divers états de conscience qui animent l'être que nous sommes. Donc, le bâtisseur peut être, par exemple, hyperactif, mais cet hyperactif-là, si j'interagis avec lui, je peux découvrir que derrière l'hyperactivité se cache une hypoactivité, puis que si je continue à équilibrer, ben là, je peux arriver à trouver l'essence de la personne dans la nature équilibrée de ce bâtisseur-là, à quoi elle ressemblerait. Donc, dans la démarche intuitive, on va arriver à remonter à la voie équilibrée de la personne, mais on voit que il faut pas dans le processus intuitif, de toute façon, on ne peut pas chercher à mettre dans une case quelqu'un ou quelque chose. On doit accepter justement que l'être humain est multiple. Physiquement, moi, je suis une personne, sauf que dans mon intérieur, je suis animé par plusieurs états de conscience. Et la spirale évolutive va chercher à désigner, à nommer chacun de ces états de conscience-là. Donc, ça veut donc dire qu'on peut découvrir que dans mon bâtisseur, je peux avoir un enfant intérieur qui a une certaine constitution. Je peux constater que j'ai une mémoire d'autre vie qui a une certaine constitution au niveau du bâtisseur. Je peux aller voir que ma relation avec l'argent a une certaine relation, ma relation avec les relations amoureuses, ma relation professionnelle. Vous voyez, le livre a été conçu pour qu'on puisse justement faire des voyages dans une même famille d'âmes, puis constater qu'il y a plein de ramifications. Donc, dans ce sens-là, on peut avoir énormément de richesse de langage. Et pour moi, la Parce que richesse de langage, tu parles de 56 états de conscience, c'est beaucoup, là. Hein. c'est 7 chakras fois 8 conditions énergétiques. C'est ça. C'est les 7 chakras, c'est les 7 familles d'âmes. Et les 8 conditions énergétiques, c'est simplement celles que j'ai nommées très rapidement tout à l'heure. Et ces 8 conditions énergétiques-là, ben, elles ne servent qu'à comprendre comment ça se fait qu'un être humain qui, par exemple, qu'on peut reconnaître comme étant un serviteur,
peut, par exemple, devenir complètement fermé sur lui-même et devenir complètement éloigné de sa nature qu'on a connue de lui. Oui, Comment ça se fait qu'une personne peut évoluer puis devenir complètement différente de qui elle était à l'origine? oui. Qu'est-ce qui a fait, qui s'est passé? Et le livre permet justement de comprendre les mécanismes qui font qu'un être humain qui a des potentiels énergétiques exceptionnels, va finalement s'éloigner de ces potentiels-là. Parce que, tu vois, quand je fais des lectures intuitives, moi, je vois bien qu'il y a des gens on a tous des belles qualités, des beaux potentiels. C'est pas un problème. Maintenant, c'est l'émergence de ces beaux potentiels-là qui est le problème. C'est-à-dire comment je peux arriver à être qui je suis vraiment dans une société qui ne me permet pas si facilement que Mm. ça, à cette émergence-là, de prendre forme. Et c'est ça, quelque part, qui m'a intéressé dans ce livre-là, c'est de mettre en lumière justement d'expliquer quelque part les processus, mais rappeler toujours finalement l'essentiel, c'est que la voie, la solution, c'est l'équilibre. Donc de chercher à renouer contact avec l'équilibre, quelle que soit la condition dans laquelle on se trouve, c'est de travailler justement à reconnaître la sagesse finalement universelle qui existe chez tous les êtres humains. Et c'est ça que le livre essaie de transmettre, tu vois. OK. Mais quand tu parles de tout ça, tu as parlé aussi d'un jeu de cartes que tu voulais peut-être annexer à tout ça. De quelle façon, à ce moment-là, ça peut s'utiliser par rapport à ton livre? Est-ce que c'est comme un jeu de tarot ou ça devient comme... Ça devient un jeu. Là, j'ai pas avec moi les cartes. C'est vrai que je les ai pas loin, mais je les sont un petit peu trop loin pour aller les chercher. Mais c'est 56 cartes. Et les 56 cartes, finalement, vont refléter simplement ce qui se retrouve dans le livre. C'est-à-dire que, puis il y a des petits dessins qui vont venir s'ajouter dans le livre, dans la carte, qui vont permettre finalement de pouvoir développer des lectures intuitives. Bon, par exemple, si j'ai une question, par exemple, je peux prendre une carte, puis je peux interpréter la carte rapidement. On peut des lectures à 3 cartes avec qui présente donc la cause, conséquence, solution. Et il y a un tirage de 7 cartes, donc les 7 chakras. Donc, on apprend évidemment avec le jeu de cartes à développer l'habileté intuitive. Maintenant, dans le jeu de cartes, bien évidemment, on ne s'embourbe pas avec toute la pratique de la pleine conscience intuitive, parce qu'évidemment, on pourrait aussi l'inclure, mais j'ai évité ça parce que bon, c'est un jeu de cartes, puis les gens veulent s'amuser avec un jeu de cartes en général, donc on le propose comme étant un outil, mais c'est sûr que dans ceux qui veulent appliquer ça, intégrer ça avec la pleine conscience intuitive, ben, ils vont enrichir encore plus leur habileté, parce que c'est ça qui va permettre au langage intuitif de se... Tu sais, quand on dit, je ne sais pas comment le dire, ben justement, la spirale évolutive va donner une grille de lecture, une clarté pour permettre justement de verbaliser qu'est-ce qu'on perçoit d'une façon plus claire parce qu'on va comprendre qu'est-ce qu'on perçoit. C'est ça un peu le sens de la spirale évolutive. Oui, parce que dans le fond, quand on tire une carte, là, c'est ce qui émerge de ce qui est vraiment à l'intérieur de toi. C'est pas une analyse psychologique du dessin ou de quoi que ce soit. C'est ce qui émerge à l'intérieur de soi. C'est ça. Puis quand tu n'as pas de référent dans toi, tu prends ta carte puis tu n'as pas grand-chose qui va remonter parce que tu n'as pas de référent. Ouais. Tu as une grille de lecture dans toi qui est assez articulée, qui te permet de comprendre que la carte qui est là, elle vient chercher le bâtisseur, par exemple, elle vient chercher à quelque part telle information, telle information. Donc déjà, tu as des assises. Et ces assises-là, c'est ça qui va faire que ton imaginaire, ton processus de créatif va pouvoir mieux s'exprimer et être capable de mieux comprendre la personne qui est devant toi. Ouais. C'est comme ça que l'idée de jeu de cartes a pris forme. Et ce projet de jeu de cartes-là, pour la genèse, encore une fois, ça fait super longtemps. Moi, j'avais été à Richard Glenn. Et mon Dieu Seigneur! Bernard Ça fait de longtemps. Montréal, avec dans le temps de Bernard. Dans l'ésotérisme expérimental, j'étais jeune, j'ai encore le vidéo. J'avais une vingtaine d'années, je pense, peut-être pas 25 ans, peut-être. Hein, et j'avais présenté un jeu de cartes à l'époque. Ça s'appelait l'astrologie énergétique. Juste pour dire que le projet de jeu de cartes a C'était finalement... déjà là. Oui, c'était déjà là à 25 ans, puis là, j'en ai 62. Donc, tu vois, il y a comme il y a un parcours là-dedans. Oui, oui, il y a un long parcours. Moi, ce que j'observe, parce que Sylvie fait des soins aussi, et je me rends compte qu'il y a tellement de sortes de soins qui sont existants actuellement, mais je trouve que qu'est-ce que tu apportes peut être un support incroyable hein, pour n'importe quel type de soins, finalement, que les gens peuvent offrir. Ben, moi, quand j'ai commencé avec la guérison, une des choses, que quand tu dis qu'il y a beaucoup de soins, c'est vrai qu'en énergétique, il y a énormément de soins. Et c'est super, quelque Oui, part. oui, Ça c'est donne parfait. Oui. super, oui. Maintenant, qu'est-ce qui m'a toujours intrigué? Parce que moi, je suis dans l'intuition, ça a été mon cheval de bataille. C'est ça, moi, je me suis identifié comme, c'est l'intuition qui est mon principal élément parce que je trouvais que j'avais une caractéristique qui faisait que je pouvais mettre ça de l'avant.
parce que je voyais qu'il y a pas beaucoup de gens qui sont capables de le faire comme moi. Et ça m'a toujours amené à questionner, dire, si tu fais un soin énergétique, par exemple, si je t'envoie de l'énergie à toi, si j'envoie de l'énergie à toi, chaque, l'énergie que je vais vous envoyer, elle va être reçue différemment par chacun Mhm. d'entre vous. Parce Mhm. que vous êtes différents, parce que vous êtes animés par une histoire différente, etc., etc. Et je me suis toujours demandé comment ça se fait, effectivement, qu'on ne mettait pas l'enfant sur cet aspect-là. Parce que moi, je veux bien dire à quelqu'un, ben oui, je t'envoie de l'énergie, puis je fais confiance au bon Dieu ou à l'énergie lumineuse, à vous faire son travail, tu vas être beau, tu vas être merveilleux. C'est super. Mais en même temps, je me dis, mais je trouve que c'est encore plus intéressant de faire confiance à cette énergie-là tout en acceptant effectivement que cette lumière-là va rencontrer donc Oui, de la vie qui a l'histoire d'une personne. Et cette histoire-là, bien évidemment, va avoir une réaction particulière, puis d'en être conscient, puis de pouvoir l'accompagner, ça peut être intéressant. Et c'est ça, quelque part, qui est la démarche que moi je propose, c'est de vraiment mettre en lumière que moi, je fais un soin, mais en même temps, je cherche à mettre en lumière la réactivité de la personne qui reçoit le soin. Ou quand je fais sur moi aussi, même chose, hein, que je vais pas, je vais prendre je vais observer comment le soin que je me fais va être reçu par mon être. Et c'est comme ça que le processus de conscientisation, je dirais, du processus de guérison que je fais, ben, devient plus intéressant parce que je peux m'adapter à la réalité humaine qui est en moi, puis à mes résistances, puis à tout ce que tu veux. Puis c'est comme ça que je peux arriver à faire quelque chose de plus riche, je dirais, comme démarche. mhm. Tout à fait. Mais En- ceci dit, toutes les techniques peuvent se combiner à la pratique intuitive, c'est Oui, certain. Moi, je trouve que ça fait comme un bel encadrement oui, tu sais, de tout ce que tu as mis en place, là, les 7 chakras, puis tout ça, tout le concept en arrière de ça, là, ça fait un bel encadrement dans lequel tu peux évoluer là, autant à que tu veux, large, là. hein? Tu sais, Oui. Oui, puis l'idée, c'est pas d'enfermer quelqu'un. La spirale évolutive, c'est pas cette idée d'enfermer quelqu'un. C'est au contraire, justement, de Oui, tellement lui donner pas le vertige, mais lui donner une grille de vision globale qui c'est fait quelque ça. part que, OK, c'est tellement tout est possible là-dedans, donc ça veut donc dire que tu peux pas t'enfermer tant que ça. Là. Tu peux t'enfermer parce que toi, tu le veux, mais Oui, oui. Tu décides. la grille ne permet pas tant que ça, cet aspect-là. Tu Non, vois? c'est ça, ça fait juste encadrer, ça fait juste te donner un terrain de jeu dans lequel tu peux C'est évoluer. ça. Ça te permet d'être plus précis aussi quand tu fais un soin à quelqu'un ou quand tu es en contact avec quelqu'un, de trouver vraiment. Puis la personne aussi, elle-même, qui comprend un peu plus pourquoi comme tu disais tantôt, je suis né bâtisseur, puis là, je suis rendu que Oui. je suis plus là pantoute. Qu'est-ce qui m'est arrivé, tu sais? Moi, pourquoi Ouais, toi, tu as été conçu pour être une rose, puis on te cultive pour être une violette. Oui. T'es plus dans ton T'es plus élément. dans ton élément, puis des fois, mhm. C'est tu ça. cherches une vie au complet pour trouver pourquoi, où c'est que je me sens fargé, qu'est-ce qui m'est arrivé. Mhm. Puis là, tu vas voir un psy, puis un psy, puis un hypnotiseur, puis tu sais, puis Ah ça oui. finit plus. Mais ça, c'est une façon très facile, je trouve, de trouver rapidement qu'est-ce qui s'est passé. Mhm. Est-ce que Absolument. C'est ça a-tu certain de que ça peut l'allure, ce que aider. je dis? Oui. Oui, oui, j'espère bien. J'espère bien que j'espère que le livre peut apporter cet aspect-là. Moi, c'est ce que j'ai. Quand j'ai écrit ces livres-là, je me suis quand même, c'est un livre quand même assez dense, donc je me suis cassé un peu la tête pour arriver à donner une forme qui soit la plus aisée. Mais l'idée, c'était ça, c'était de pouvoir un peu comme une genre de carte de vie, où est-ce que je suis, où est-ce que j'en suis, puis de se Mhm. retrouver un peu, de reconnaître un peu. C'est pas un livre qu'on va lire nécessairement comme un roman, hein, mais c'est un livre de référence, on peut se référer régulièrement pour apprendre à reconnaître à quelque part où on est. Puis d'un point de vue collectif, ben, c'est intéressant aussi parce qu'on peut regarder aussi d'un point de vue collectif où est-ce que cette évolution de la conscience humaine ben, se trame à travers justement la grille de lecture aussi. Donc c'est quand même intéressant de pouvoir le voir comme ça aussi. C'est comme Mm. un GPS. Ouais, ouais. Ben oui, Ah, moi, c'est. un GPS énergétique. Oui. T'as écrit, on peut retrouver aussi sur Internet, c'est ce que je lisais, il y a il y a 12 messages essentiels que tu as intitulé Le Messager. On Oui, peut c'est vrai. retrouver ça sur Le Messager. On est tous un peu des messagers. Tu poses la question, et si tu étais toi aussi un messager? Mm. Est-ce que ça t'a influencé aussi? Parce que c'est gratuit, hein, pour les gens. On peut y aller, c'est gratuit. Vous pouvez aller lire ça. Est-ce que ça t'a influencé aussi pour écrire ton livre? Le messager. Oui. En fait, le messager, c'est venu avec une histoire que j'ai eue au Québec. On est souvent pas bien accueillis dans le pays où on est. Hein. Euh, et au Québec, j'avais eu une émission de télé qui m'avait mis dans une situation quelque part un peu. C'était l'ordre des médecins qui avaient fait un truc, etc., etc.
Et le messager venait après, c'est-à-dire que comme en réponse à cet événement-là qui m'avait je trouve plate, j'avais comme voulu donc je voulais faire un roman au départ. Finalement, c'est pas devenu un roman, c'est devenu plutôt un genre de récit initiatique dans lequel ce que je mets en évidence finalement, c'est que la mémoire humaine, c'est-à-dire que moi je suis un être humain physiquement terrestre. Maintenant, on reconnaît que dans la médecine quantique, on reconnaît de plus en plus qu'il existe un univers super lumineux, on va l'appeler comme ça. C'est un univers dans lequel on n'est pas capable d'observer ce qui se passe dans cet univers-là parce que nos yeux ne sont pas capables d'enregistrer ce qui se passe là. Et dans cet univers-là, on pourrait concevoir qu'il existe effectivement comme une information d'accumulation qui se manifeste d'une façon constante et continue. Un peu comme si la mémoire humaine était là depuis le début des temps, puis elle s'accumule là d'une façon constante et continue. Et cet univers-là, quelque part, ben, dans le messager, qu'est-ce que ça dit? C'est que la mémoire, elle est devenue tellement lourde, elle a tellement prise de place dans la collectivité humaine que l'être humain n'est plus capable d'accéder à la lumière parce qu'il est devenu tellement pollué par la répétition de l'histoire humaine qu'on en arrive justement à devenir complètement pogné dedans. Tu sais, on est comme dans de la menace, pourrait-on dire. Prisonnier. Et, c'est ça, donc finalement, l'idée du messager, c'était comme moi, je me faisais réveiller la nuit. J'avais juste, dans le livre, c'est comme ça que c'est présenté, mais c'est pas comme ça que c'est dans la réalité, ça s'est nécessairement présenté, mais je me faisais réveiller la nuit, puis je recevais des messages d'une forme d'intelligence qui me disait quelque part qu'est-ce que c'était qu'être un messager, etc. Et le livre, finalement, présente le parcours de la transmission de cet enseignement-là, quelque part. C'est un livre, pour moi, c'était une façon de répondre à quelque chose qui m'avait déplu. Mais c'est un livre que j'ai bien aimé écrire. C'est un petit livre qui existe sous sa forme physique aussi. Hein. Toi, tu faisais référence sur le site Internet. Je pense qu'on peut l'avoir gratuitement. Effectivement, il y a un lien à quelque part qui est là. Mais c'est ce livre-là, quelque part, mais c'était un peu le sens de... C'est un enseignement important parce que je pense que ce qui se passe actuellement dans le monde, aussi quand on regarde comment les choses se passent, on a l'impression d'être dans une espèce de situation un peu folle quand on regarde collectivement qu'est-ce qui se passe dans le monde. Puis, je pense que ça reflète un peu cette idée-là qu'on est dans une position où tous les référents, quelque part, qu'on connaît, on les a connus tellement, quelque part, qu'on est en train de réinventer le monde actuellement. Tu sais, on est en train de dire, par exemple, que les gars, ben, des hommes, c'est pas des hommes, puis les femmes, c'est pas des femmes, puis on est en train de réinventer le monde, on est en train de vouloir créer quelque chose de différent. Ce qui est intéressant en soi, de créer quelque chose de différent, mais en même temps, bon, je suppose que ça va nous mener tout ça. Mais ça amène quand même une réflexion, parce qu'actuellement, il y a toute l'intelligence artificielle, il y a tous ces aspects-là, quelque part, qui sont aussi, qui nous amènent à concevoir que l'être humain est rendu à l'étape, comme il n'est plus capable, il n'est pas lui par la mémoire, il est rendu dans une étape où il veut créer à quelque part quelque chose qui va lui donner le sentiment qu'il est le bon Dieu. Et c'est ça, quelque part, qui est la situation, comme moi, je sens qui peut être dangereuse, parce qu'évidemment, si l'être humain commence à se donner ce moyen d'être le bon Dieu, ben, il va finalement se faire ses propres règles et ses propres lois en n'accueillant pas, justement, celles qui existaient auparavant, parce qu'il ne l'a jamais fait. En tant qu'humain, on n'a jamais respecté les lois humaines. Aujourd'hui, c'est pour ça qu'on en est rendu où est-ce qu'on en est. C'est-à-dire la pollution et tout. Alors, c'est ça. Donc, le livre est un peu dans ce sens-là, l'idée d'inviter les gens à devenir des messagers pour justement favoriser un équilibre plus grand dans le monde. Finalement, c'est ça un peu l'idée. Tu as parlé de grandes blessures, 7 grandes blessures émotionnelles qui empêchent l'éveil. Et quand je t'entends parler de ton livre, je suis tellement sous l'impression que là, ça a dépassé toute cette notion d'éveil-là. Est-ce que tu vois l'éveil encore de la même façon aujourd'hui après avoir écrit ton livre? Spirale évolutive. Ben, moi, l'éveil, j'ai toujours été un rebelle. Moi, je suis quelqu'un qui se questionne. Donc, moi, quand on me dit quelque chose, moi, tu sais, ça fait quand même plusieurs années que je fais de l'élection intuitive, puis évidemment, beaucoup de gens viennent te voir avec cette idée qu'ils sont évolués, qu'ils sont éveillés. Pour moi, l'affirmation de l'éveil, c'est quelque chose déjà de déplacé. Tu n'as pas à dire je suis éveillé. Si tu es éveillé, ben, tu es éveillé, point à la ligne. Si tu as besoin de le dire aux autres, c'est parce qu'à quelque part, tu t'identifies à quelque chose que tu juges comme étant important, que les gens doivent savoir. Alors, tu sais, c'est un peu comme plein d'autres situations où tu sais, je pense que c'est personnel, ces choses-là. Donc, l'éveil, pour moi, ça n'a jamais été... tu sais, moi, je me suis toujours considéré comme un thérapeute, donc parce que je suis capable de percevoir des choses, mais je me suis jamais perçu comme quelqu'un de spirituel, pour autant. Ce qui ne veut pas dire que j'ai pas de spiritualité, mais j'ai jamais voulu à quelque part donner le sentiment aux gens quelque part que j'avais une démarche spirituelle plus extraordinaire qu'eux ou je ne sais quoi. J'étais ce que j'étais. Maintenant, l'éveil, je pense qu'actuellement, on est dans comme je disais tantôt, c'est qu'on est tous éveillés.
on a tous une forme d'éveil en tous les cas. Absolument. L'éveil, quelque part, est plus ou moins important pour chacun d'entre nous. Donc, quelqu'un qui se dit qu'il est éveillé, ben moi aussi, je suis éveillé, toi aussi, puis on est tous éveillés. C'est ça. Donc, qu'est-ce qui fait que cette autre personne-là a apporté au monde quelque chose de plus que moi parce qu'elle se dit plus éveillée que moi ou je ne sais quoi? Ça, c'est là que ça devient intéressant parce que finalement, qu'on soit éveillé ou qu'on ne soit pas, on s'en fout. Si tu nous apportes quelque chose d'intéressant à la société, ben là, ça m'intéresse. Si tu apportes quelque chose qui va faire avancer le monde, ça m'intéresse. Mais si tu veux te manifester comme éveillé, mais avec pour te ramener vers la lumière vers toi, ben, c'est moins intéressant. T'sais. Donc, pour moi, l'éveil, c'est quelque chose d'assez sensible comme sujet parce que, comme tantôt on l'a vu, c'est que tous les êtres humains, quelque part, peuvent manifester l'éveil de bien des façons. Dans le livre, d'ailleurs, il est question justement chez le spirituel qui est dans un état de désordre, qui va développer des sectes, par exemple. Il va avoir tendance, lui, à se penser comme le bon Dieu. Et comme il se pense pour le bon Dieu, ben, il va vouloir créer des sectes, il va vouloir créer quelque part des situations, quelque part où il va tirer profit de la situation, tu vois. Donc, c'est pour ça que l'éveil, pour moi, c'est quelque chose que quand je regarde ça, je pense entre autres au guérisseur brésilien Jean de Dieu. Joao, Joie de Dieu, qui lui était quand même, tu sais, c'était le summum de la spiritualité. Il n'y a pas si longtemps, c'était le top du top. Puis finalement, bon, il s'était avéré qu'il avait, bon, il y avait sans doute, possiblement, je n'ai pas fait toute l'analyse de la chose, mais il y avait plusieurs femmes, en tout cas, qui l'ont accusé d'abus sexuels, etc., etc. Donc, puis quand je dis plusieurs femmes, c'est plusieurs centaines de femmes. Hein. Oh Donc, mon c'est Dieu, quand il est actif. ouais, c'était impressionnant. Il était très actif. Mais pas tout en même temps, Dodo, là. Ah, OK, au moins. Ah! Non, mais c'était des activités groupées, j'espère, parce que. C'est vrai que c'était impressionnant. J'ai dit, waouh, quand même, le monsieur était assez actif quand même. Oui. Mais ça pour dire que finalement, tu vois, comment ça se fait qu'une personne comme ça, qui avait une certaine démarche spirituelle, a pu faire des choses comme ça, puis se retrouver dans la situation dans laquelle on la retrouve? C'est ça un peu la spiritualité, c'est que ça amène évidemment cette notion qu'on est on est toujours dans une polarisation. Alors, quand on est plus dans l'éveil spirituel, bien évidemment, tous les chakras du bas, quelque part, se trouvent dans un appel. Hein, ils sont en manque, les autres ils veulent nous ramener. Puis nous, ben, si on se laisse prendre dans cette polarité-là, ben, c'est là qu'on peut vraiment sombrer dans des dynamiques lumineuses, sombres. Et c'est pour ça que l'éveil, ben, c'est super, mais il faut rappeler toujours qu'on a tous l'ombre en état de nous-mêmes. Ben et l'ombre, ben ben, oui. si on n'en prend pas soin, ben, on va Elle tomber va nous dedans. manger tout rond, oui, ben oui. Mais non, mais Exactement, c'est ça exactement. pareil. Ignore quelqu'un, puis il va faire tout pour avoir ton attention. Fait que c'est sûr que si tu ignores l'ombre. Exactement. Mais je pense que l'éveil, c'est devenu comme un but à atteindre à l'extérieur pour bien des gens. C'est oh mon Dieu, moi je suis pas assez éveillé encore, puis on se compare les uns aux autres, mais comment ça, elle est plus éveillée que moi? Moi, je pense que ça n'a rien à voir. Je suis très d'accord Ouais, avec ce que tu dis là, ça, par rapport à exact. l'éveil. Tu as tellement raison. Ça a comme tout le temps été peut-être identifié à cette espèce d'état de samsara, de paradis blanc dans lequel on devient le tout et tout ça. Et les gens sont sous l'impression que si on ne vit pas ça, On n'a pas atteint l'éveil. on n'a pas atteint Mais l'éveil. ça tu rejoint vois? encore la spirale évolutive, parce que la spirale évolutive, il y a 7 familles d'âmes. Donc, c'est la famille d'âmes qui va être réveillée quelque part. On va s'éveiller différemment selon la famille d'âmes dans laquelle on est, tu vois, parce qu'à quelque part, on a des objectifs différents. Ouais. Donc, chaque être humain a quelque part une position d'éveil à adopter et qui n'est pas seulement celle nécessairement absolue de celle du 7e chakra, finalement, qui est celle qu'on reconnaît comme étant la plus attrayante, tu vois. Tu sais, comme moi, je suis plus le philosophe. Le philosophe, qu'est-ce que c'est? Mais c'est celui à quelque part qui pense, mais aussi qui est intuitif et qui a. Donc, moi, c'est plus à ce niveau-là que je me situe, tu vois. Mais maintenant, je ne suis pas juste ça. Bien sûr que j'ai le cœur qui est assez important et j'en ai d'autres dans les chakras plus bas qui sont un peu plus importants. Puis j'en ai qui m'en manquent également. C'est comme le bâtisseur, c'est des choses qui me manquent, tu vois. Donc, on est tous à quelque part pris dans cette espèce de spirale. Et l'objectif, évidemment, c'est de trouver l'équilibre à travers chacun de ces chakras-là et que si on a, qui sont trop développés, ben, on doit être attentif à ceux qui le sont moins. Puis tu vois, il y a des questions d'équilibre là-dedans. Puis c'est ça, quelque part, l'éveil, c'est bien beau, mais ça ne met pas en évidence l'équilibre. L'éveil, c'est quelque chose qui nous ramène simplement à des concepts spirituels qu'on s'est comme construit dans notre tête et qui nous donne l'impression que c'est ça qu'on doit être. Mais encore là, c'est quoi ça, cette idée-là? C'est comme encore quoi se vendre l'idée qu'on doit être comme ça alors qu'on est qui on est tout simplement, tu vois. Mais c'est la job des gourous de nous vendre ça aussi. Là. Ben, je dis gourous, là, c'est ceux qui, comme tu disais, qui se prenaient pour Dieu là, tu sais. Ouais. Qui vont te dire ah non, t'es pas rendu, il faut que tu fasses ça, si tu fais pas ça, mais c'est tout ça, la somme de tout ça. Puis je parle pas juste de gourous, je parle des prêtres, la religion catholique, tout ce qu'on nous a inculqué, tout ce qu'on nous a rentré
La à vieille grande. culture, Ouais, toute c'est cette vieille culture, ces vieux programmes, c'est hein? ça. Ces Ben, puis vieilles Mais c'est pour aujourd'hui, ça ben, que c'est rigolo. mais c'est pour ça que le processus intuitif n'est pas si facile aussi à vendre. Moi, ça fait Oui, quand même, hein? ça fait quand même trentaine d'années, plus que 30 ans que je fais de la pratique. Puis quand tu commences à regarder l'évolution de toutes ces années-là, aujourd'hui à aujourd'hui, au niveau de la démarche intuitive, je peux dire finalement que ça, on a beau dire qu'il y a des formes d'avancement qui ont été faits sur certains trucs. Au niveau de l'intuition, on en est encore très loin. Pourquoi? Mais parce que justement, la croyance, toutes les croyances religieuses et spirituelles, ésotériques, n'ont jamais voulu, à quelque part, favoriser le développement de l'intuition. Bien Pourquoi? sûr que Parce que non. Ben non. ça individualise les gens. Et si ça Ben oui. individualise les Ça gens, ben, ceux qui n'écoutent pas ça, responsabilise les gens aussi, c'est ça les ça, rend autonomes et c'est c'est ce ça. qu'on veut pas, les rendre C'est autonomes. ça. Tant les Oui, religions que les systèmes politiques, etc., un peu Oui. tout le monde, finalement, ne veulent pas mm, trop ça, tu vois. Donc, c'est quelque chose, quelque part, qui c'est un peu malheureux, mais finalement, c'est que cette démarche-là, qui est finalement, qu'est-ce que c'est que l'intuition? C'est une porte d'entrée vers une relation directe avec la lumière, enfin, avec Mm. Dieu, avec ce qu'on on veut. Puis je pense que c'est quelque chose qui fait peur, c'est certain, là, parce que là, l'être humain social qui contrôle, ben, il ne peut plus contrôler de la même façon parce qu'il doit reconnaître à quelque part qu'on n'est pas justement, on n'est pas dans un monde humain dans lequel il y a des gens qui contrôlent ceux qui sont soumis, mais plutôt quelque part quelque chose de plus grand que ça, plus grand, plus vaste que ça. Et c'est là quelque part on en est loin dans ce sens-là de cette relation-là avec notre monde intérieur, puis que ce monde quantique-là, où ce qui c'est se tellement développe là. intéressant, là. Est-ce Hey, que Sylvain, c'est vraiment, vraiment intéressant. Je suis certaine qu'il y a plein. Bon, OK, quelqu'un qui va aller te consulter, qui va aller te voir, il s'attend à quoi? Comment ça fonctionne à ce moment-là? Est-ce que toi, tu l'aides à découvrir à l'intérieur de lui, c'est quoi sa dominance, justement, au niveau sa famille intuitif, d'âme et... énergétique et tout ça? Est-ce que c'est ça que tu fais? Il y a deux façons de faire, c'est-à-dire qu'une personne peut dire, ben moi, je viens par curiosité ou avec des questionnements que j'ai. Alors, qu'est-ce que ça se fait? C'est que moi, je vais simplement lui dire qu'est-ce que je perçois dans son champ d'énergie. Et ensuite, la façon que la pleine conscience intuitive se fait, c'est que trois mouvements principaux, c'est-à-dire je perçois, je déprogramme. Déprogramme, ça veut dire quoi? Ça veut donc dire de donner à ce qui est présent dans le champ énergétique tout ce qui est nécessaire pour le transformer. Pourquoi le transformer? Parce que je ne veux pas le figer. Et si je dis, vous êtes égoïste, ça s'arrête là. On vient de fiser C'est quelqu'un. bête. Oui. La notion de déprogrammation, c'est d'amener justement qu'est-ce qui est nécessaire pour qu'on ne soit plus égoïste. Et ça peut paraître bizarre de dire ça comme ça, mais dans l'immédiat, si je donne à la partie de toi qui est égoïste quelque chose qui lui permet de faire bouger l'égoïsme pour l'amener à faire émerger quelque chose de plus proche de qui tu es, mais là, ça me permet simplement d'amener une conversation plus fluide et d'amener justement à ton cerveau une prise de conscience de qui tu es réellement plutôt que de rester accroché sur l'idée de l'égoïsme. Alors, donc, la lecture intuitive des programmations et soins vont faire qu'à un moment donné, on a une espèce de mouvement de fluidité qu'on cherche à établir. Puis chaque fois que je rencontre des résistances, des réactions, je dis à la personne qu'est-ce que je perçois, qu'est-ce que je déprogramme, je soigne. Donc, tout Ah, doucement, la consultation on arrive à progresser pour amener la personne à se sentir d'une façon de plus en plus connectée avec qui elle est véritablement, son essence fondamentale. Et évidemment, l'essence fondamentale, ça ne veut pas dire qu'à la fin de la consultation, la personne est transformée, mais ça veut donc dire qu'elle est connectée avec qui elle est vraiment. Et à partir du moment qu'elle est connectée avec qui elle est vraiment, ben là, on peut ensuite, ben, évidemment, continuer à poursuivre le chemin pour qu'elle puisse actualiser ça le plus possible dans sa vie. C'est comme ça que ça va se faire dans les consultations en général. OK. Puis tu fais de la libération de mémoire cellulaire aussi en même temps? C'est ça. Moi, j'utilise le mot déprogrammation pour mettre en évidence à quelque part que dans la lecture intuitive, oui, la libération, en fin de compte, ça fait partie des soins. ouais. Mais dans la déprogrammation, ce que ça met en évidence, c'est cette idée que, par exemple, si je me mets en contact avec un enfant de 5 ans qui est moi, qui se sent abandonné, dans la déprogrammation, c'est que je vais demander à cet enfant-là qu'est-ce qu'il a besoin pour ne plus être dans l'abandon et je vais lui donner. Et quand je vais faire ça, l'enfant va se transformer. Et c'est ça qui est observable par la pratique. On va constater que l'enfant, en se transformant, va me mettre en relation avec l'émergence de nouveaux comportements, de nouvelles façons d'exprimer Ouais. qui je suis, qui vont me mettre en accord avec qui je suis davantage. Et c'est là-dessus, à quelque part, qu'on va chercher à favoriser donc un travail de guérison. Et l'idée de libération, ben, elle va se faire à travers ça, tu vois. Oui, parce que moi, je crois vraiment qu'il n'y a personne qui peut nous libérer de nos mémoires. C'est soi-même qu'on peut se libérer d'une mémoire, mais en prenant conscience, peut-être avec quelqu'un comme toi, c'est comme une espèce de libérateur, un libérateur entre guillemets,
Mais moi, je ne crois pas quelqu'un qui va me dire je vais te libérer de telle ou telle mémoire. Tu comprends? Il faut que j'en prenne Non. conscience. Il faut qu'énergétiquement, ce soit dedans et que j'en prenne Mais tu sais, conscience. Et là, je m'en libère automatiquement, là, tu sais. ben moi, quand j'ai commencé avec le guérisseur, je me suis fait exorciser. Alors, c'est sûr Ah, que ça a été une surprise t'étais parce que possédé! c'était quelque chose que je ne m'attendais vraiment pas parce que Ben, je j'arrivais là, comprends. puis c'était pas écrit qu'il allait faire de l'exorcisme, mais en fin de compte, c'était un enseignement hyper important dans sa façon de faire, c'est-à-dire qu'on est tous possédés, on est tous avec des entités à quelque part qui nous empêchent de faire Ouais. circuler l'énergie dans le corps. Et là, lui m'avait dit à un moment donné que j'avais une entité. Alors moi, je m'étais calmé, je m'étais mis en un coin, je voulais pas trop faire de bruit, parce que je voyais le monde, parce que je voyais plein de gens qui se mettaient à crier comme des fous et des folles, à avoir des réactions bizarres. En tout cas, des fois, ça faisait film d'horreur un peu. Et puis, à la toute fin, dernière méditation que j'ai fait, là, j'ai senti une tension incroyable dans mes doigts, puis la couleur bleue qui sortait fortement de mes doigts. Là, j'ai commencé à paralyser, puis un peu comme à devenir très rigide, puis à tout me recogner sur moi. Et là, ensuite, bon, on m'a mis au centre, il a fait des simagrées, puis il m'a enlevé le truc. Mais c'était drôle parce que c'est quelque chose, moi, j'ai rien senti spécial. Bon, j'ai senti la tension, mais tout le reste, ça m'apparaissait un peu comme j'ai pas compris tout à fait. Puis ça a pris plusieurs années avant que j'arrive. Moi, j'avais attrapé les entités. En plus, suite à cet événement-là, je sais pas, j'étais resté un peu avec une appréhension avec les films d'horreur, puis toute cette histoire-là. Et puis, ça m'a pris plusieurs années avant que je puisse vraiment faire face à des gens qui se disaient possédés aussi. Parce qu'évidemment, ces gens-là, quelque part, en général, ils ont une perception irresponsable. Hein. Je suis malchanceux, il y a une entité qui m'est tombée dessus. J'ai ouvert la fenêtre, puis elle est rentrée par la fenêtre, puis elle m'a pris possession. Alors, c'est un peu le discours quand même qu'on retrouvait. Et puis moi, avec la pratique, j'ai pu constater que les gens, finalement, on est toujours responsables. C'est-à-dire qu'on résonne avec quelque chose. Et cette résonance-là, mais à quelque part, elle nous reflète quelque chose qui est en nous qu'on n'a pas appris à faire la paix avec. Donc, le travail consiste justement à faire ce travail-là. Donc, dans ce sens-là, quand tu dis on ne peut pas te libérer, tu as raison, parce que moi, je pense qu'au contraire, on doit apprendre justement à faire la paix avec. C'est pas se battre contre quelque chose qui va nous permettre de nous en libérer, c'est de faire la paix pour constater que cette énergie-là, ben, elle a plus sa place tout simplement en nous parce qu'on ne raisonne plus avec elle. Et je pense que c'est ça un peu qui a été la révélation que j'ai faite à travers ce processus-là qui était assez long. Puis comme j'avais peur de ça, ben, ça m'a pris un certain temps avant de m'embarquer là-dedans, mais j'ai pu constater que c'était vraiment la solution pour que ces gens arrivent à se sentir mieux, puis plus en paix, puis se libèrent aussi de ces énergies-là. Mais tu ne fais pas des exorcismes. C'est-à-dire que moi, si quelqu'un vient voir avec un problème comme ça, j'en ai eu plusieurs qui sont venus voir parce que j'avais des gens qui me référaient du monde qui était possédé. Donc, j'ai eu la chance, peut-être pas une chance, mais j'ai eu pas mal de personnes qui sont venues avec toutes sortes de situations assez abracadabrantes. Il y en a une qui était très drôle parce que, bon, c'est une histoire triste, mais la femme m'appelle, elle me dit, écoute, il y a 6 entités, mec, fais attention, protège-toi. Elle est vraiment paniquée, elle le voit comme un... Et là, quand je le vois arriver, ce monsieur-là, il est complètement chambranlant, il est drogué au maximum, il est suivi par un psychiatre et on lui a donné beaucoup de médication parce qu'il pouvait être violent. Donc, il arrive super sympathique, mais complètement drogué. Et une des deux choses que je peux dire qui était plutôt drôle, c'est qu'il y en avait une de ses entités, c'était Hitler. Alors, Hitler, c'était déjà en soi, elle me dit, faites attention, c'est Hitler, son entité Hitler, donc vous voyez ça vraiment dramatiquement. Et puis l'autre entité qui était drôle, c'était la sœur de Céline Dion, qui n'était pas morte, là, parce qu'elle était toujours. Alors, tu sais, elle m'avait présenté ça, puis c'est une femme qui avait quand même une certaine profession universitaire et tout, donc c'était pas quelqu'un d'ésotérique comme tel, mais bon. Et quand le monsieur est venu voir, finalement, ce qui est intéressant, c'est que quand tu discutes avec ce mec-là, tu découvres finalement, puis c'est discuter même à la limite, tu découvres que son frère jumeau est mort dans une église. OK. Un excès surdose de cocaïne, que lui-même prend de la cocaïne. Donc, déjà, en soi, quand tu prends de la drogue ou l'alcool en grosse quantité, tu risques d'avoir des situations comme celle-là. Ouais. Ensuite, bien évidemment, il me dit, quand je commence à regarder son énergétique, je vois très vite qu'il se sent quelque part, évidemment, profondément triste que son frère soit mort, qu'il se retrouve dans une église. Alors, donc, quand il entendait des sonnettes d'église, il comprenait quelque part que ces sonnettes d'église-là étaient directement reliées à la souffrance de la perte de son frère. Donc, il devenait fou, puis il disait qu'il voulait tuer tous les Juifs. Pourquoi il voulait tuer tous les Juifs? Mais parce qu'il était en souffrance. Il était en souffrance parce que, justement, il avait l'impression que c'était à cause des Juifs que son frère était mort parce qu'il était mort dans une église. Là, il y a une espèce de réflexion un peu naïve, mais bon.
Et puis la sœur de Céline Dion, c'était qui? Mais c'était simplement qu'il y avait des fantasmes. Il était marié, puis il y avait des fantasmes sur d'autres femmes. Et quand il y avait des fantasmes sur d'autres femmes, c'est la sœur de Céline Dion qui lui disait qu'il voulait coucher avec Céline Dion. Mais finalement, c'était avec d'autres femmes qu'il voulait coucher. Donc, vous voyez, c'est intéressant parce que quand la psyché d'une personne devient morcelée, comme lui, Oui, c'était son cas, ben, quelque part, sa conscience n'est plus capable de faire des de liens faire des liens. logiques des choses. Donc là, il part dans toutes les directions, puis c'est ça qui se passait avec lui, tu vois. Donc, c'était vraiment quelqu'un qui était finalement simplement, qui n'était même pas possédé. C'est simplement que sa conscience était tellement morcelée qu'il n'arrivait plus, lui, à se protéger et de retrouver un équilibre dans son identité. Alors, sa spirale évolutive était comme éclatée dans tous les sens, dans tous les morceaux. Alors, il fallait juste remettre les morceaux au bon endroit, puis aux bonnes places, puis ça permettait justement de retrouver un équilibre plus important à ce moment-là. Puis est-ce qu'il a retrouvé un équilibre, ce monsieur-là? Pour faire l'histoire plus longue maintenant, oui, je dirais qu'après les premiers soins, il y a eu En fait, j'ai fait un soin avec lui et je ne l'ai pas revu pendant 1 an. Parce qu'il y a quelque part, il a retrouvé un équilibre plus important. Ah, Maintenant, good. malheureusement, cette personne-là est revenue me voir une deuxième fois et ça a donné des bons résultats aussi. Mais je ne l'ai pas revu après. Ça a pris 3 années avant que j'ai des nouvelles de lui. Et là, j'ai eu des nouvelles de lui par le biais de sa femme qui me disait qu'il s'était suicidé. Parce qu'il se sentait, parce qu'elle-même était en instance de divorce avec lui et lui, à quelque part, s'est senti responsable de ça, puis il se sentait à quelque part qu'il était devenu un poids aussi pour la société, l'humanité, donc il s'était suicidé. Moi, ce qui m'a attristé dans cette histoire-là, puis finalement, c'est quelque chose que je trouve c'est que face à la maladie mentale, on a une relation, à quelque part, qui ne favorise pas justement l'intégration. C'est-à-dire que cette personne-là, elle me disait elle-même qu'elle se sentait complètement l'idiot du village. Ben oui, c'est sûr. Ouais. Quand le mental a été fracturé, là, tu sais, c'est vraiment des fractures. C'est difficile, là. C'est difficile de se sortir de ça parce que c'est comme un principe qui revient sans arrêt. C'est des personnes qui sont très fragilisées. Ouais. Je veux juste une dernière. Oh, excuse-moi. Oui. Je disais juste que la solution qu'on donne à ces gens-là, c'est souvent la médication psychiatrique. Oui, c'est ça. C'est peut-être pas la solution. Non, on les enfonce. Ben oui, on les garde, on les emprisonne dans la petite boîte. Absolument. On les normalise. Sylvain, je veux juste savoir, tu sais, on a parlé tantôt d'une rencontre personnelle, mais en groupe, est-ce que tu procèdes de la même façon? S'il y a des gens, des fois, qui veulent organiser un groupe avec Sylvain, est-ce que tu procèdes de la même façon que personnel ou... En groupe, ce qui m'est arrivé souvent de faire, c'est de l'animation quelque part où je fais une mini-conférence, une lecture d'âme en direct avec les gens qui sont présents à la salle. Puis après ça, je fais une méditation. Ça, c'est quelque chose que je fais fréquent. Par exemple, en Belgique, je vais aller en faire une bientôt. Donc, ça, c'est quelque chose que je fais qui est plutôt sympa. Parce qu'évidemment, je fais des lectures d'âme en direct, même par Internet aussi des fois. Donc, ça, c'est quelque chose que les gens peuvent apprécier. Puis c'est pas une consultation, mais c'est comme un petit mot que je vais donner à la personne en me mettant en relation avec elle, en montrant un petit peu la méthode aussi à travers ça. OK, tu vois. parfait. C'est quelque chose qui peut être... Ouais. Parfait. Écoute, notre temps est pratiquement tout écoulé. Oui. Est-ce que tu as un petit mot de la fin, Sylvain, parce que notre temps est pratiquement tout écoulé? Si on veut te rejoindre, on te rejoint comment? Ça dépend, évidemment. Je pense que vous avez peut-être Oh pas oui, écrit. ça va tout être écrit. Je l'avais écrit sur ton affichage et puis ça va être écrit. Les gens peuvent le faire par téléphone, par mail, comme ils veulent, il n'y a pas de problème. J'ai beaucoup de réseaux. Donc, maintenant, on a tellement de réseaux que. Ah oui, il y a beaucoup de réseaux. Partout d'où est-ce que ça passe. Mais c'est ça, c'est possible. Puis évidemment, je réponds en un délai de temps assez court, puis on regarde qu'est-ce qui est possible de faire. Puis voilà. C'est fantastique. C'est vraiment extraordinaire ce que tu as écrit. Puis je t'encourage vraiment à faire ton jeu de cartes parce que c'est vraiment intéressant. Je me suis arrêté récemment parce que j'étais trop. Mais il finit le jeu là, ça va peut-être se faire d'ici un mois à peu près que ça va sortir. Ah, c'est merveilleux. Je te remercie infiniment pour ta présence, d'être venu nous parler de ça. Merci beaucoup. On est vraiment contents. Oui, de tes lumières aussi, parce que ça éclaire beaucoup de parler, de défragmenter les choses, de tout remettre. Moi, c'est ça ce que je retiens de notre rencontre aujourd'hui, d'aller chercher différentes affaires pour faire un focus sur des choses qu'on ne comprend pas, qu'on cherche toute notre vie. Les réponses qu'on cherche toute notre vie. Parce que des fois, ça devient tellement nébuleux. Il y a des gens qui viennent vraiment perdus, puis moi, j'ai vécu ça aussi, là, totalement perdu. Il y avait trop de...
trop de données, trop d'intrants, puis Mm. tu sais plus qui tu es, là. Tu sais, tu viens perdu. Là, tu te ramasses des antidépresseurs, puis tu sais, c'est souvent comme ça, le Ah oui, c'est cheminement. vrai. C'est Ben, vrai. merci beaucoup d'aider Merci à l'humanité. toi. Une belle lumière. Tu es une belle lumière, Sylvain. Merci Merci infiniment. beaucoup. Merci beaucoup. Merci. On aura peut-être l'occasion de se revoir au Saguenay, hein? On pourra regarder ça. Hein? Ce serait le Bien sûr. fun. Ben oui, merci. Au revoir. Merci beaucoup. Bye. Bye-bye. Merci. Merci tout le monde d'avoir été là avec nous. Merci.